Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, un test d'un mini PC, le Minix Elite EU715AI. Alors vous verrez que le test va être un petit peu différent de d'habitude. On va quand même prendre le temps de regarder le mini PC et tout ça. Mais par contre, j'avais envie de pas faire comme d'habitude. Donc après avoir regardé et fait une partie plus conventionnelle de test, je me suis dit que j'allais faire un petit truc pour m'amuser. Et pour m'amuser, puisque c'est un mini PC qui est vendu comme étant un mini PC AI, j'ai envie de tester ses capacités. Alors, je ne vais pas faire une vidéo où je vous présente tous les modèles locaux et comment les utiliser. De un, parce qu'il y en a beaucoup. De deux, parce que même si je commence à m'y connaître un petit peu, je suis pas un expert là-dedans. Mais par contre, on va s'amuser avec l'IA. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, bon, on va les passer en détail après. Mais vous pouvez voir ici que c'est un mini PC qui est quand même pas mal puissant, en tout cas sur papier. Bon, alors au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'on a? Donc le prix, alors ici le prix est en dollars, mais on est à peu près à 1100 euros, donc 1110 dollars. On a un Intel Core Ultra 7 155H donc chez Intel, avec un NPU qui est boosté pour l'intelligence artificielle. Alors NPU, ça veut dire Neural Processing Unit, donc c'est une unité de calcul neural destiné au calcul IA, en tout cas principalement ceux utilisés par les modèles d'intelligence artificielle. On a une Intel Arc au niveau graphique. Alors vous allez me dire, une Intel Arc, ça veut pas dire grand chose, parce qu'il y en a des puissantes et il y en a des pas puissantes, et effectivement c'est le cas, mais bon, au moins on n'est pas sur une Iris Xe, c'est déjà mieux. On regardera exactement quand on regardera dans le PC quelle est la puce graphique exacte qu'il y a dedans, puisque dans les caractéristiques ici, ils sont quand même un petit peu flous, puisqu'ils disent juste Intel Arc Graphics. C'est un mini PC qui consomme donc maximum 100 watts, ce qui fait que pour une station locale d'IA, c'est pas plus mal, puisqu'on va pas avoir quelque chose qui va consommer fort et vilain pour une machine qu'on laissera allumer en permanence. On a 32 Go de RAM en DDR5 à 5600 MHz. On peut venir étendre au besoin. Et on a un SSD M2 qui est installé de 1 Tera. Et on a des slots d'extension éventuellement. Donc on a 2 slots M2 pour venir par exemple rajouter d'autres SSD. Au niveau du processeur en lui-même, on est sur un 16 coeurs 22 threads avec 24 mégas de cache. Ok. Ils font un petit benchmark. Bon, on va leur faire confiance sur le benchmark. En tout cas, c'est un processeur qui est parmi les bons processeurs pour le moment pour les mini PC. Par contre, je ne sais pas s'ils ont fait leur génération d'images avec leur ordinateur, mais si, c'est pas top, Au niveau des pins, il va pas fonctionner fort. Si jamais ce modèle est un petit peu cher et que vous voulez quelque chose de plus léger, vous avez également le 512 qui est disponible pour un petit peu moins cher, avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Et si vous faites pas du tout de l'IA, c'est aussi un mini PC qui a priori a les caractéristiques qu'il faut pour pouvoir être utilisé au quotidien sans prendre trop de place. Et au niveau du prix, on l'a également sur Amazon. Alors le prix Amazon vendu, expédié par Amazon et vendu par la marque directement, c'est 949 euros. Il y a une option pour le moment, mais avec une livraison plus tard et des frais de livraison à 895, mais ni vendu ni expédié par Amazon. Moi personnellement, en général, je préfère mettre un petit peu plus cher pour que ce soit expédié par Amazon pour avoir aucun problème avec les retours au besoin, puisque les vendeurs tiers ne permettent pas toujours des retours qui sont faciles, voilà. Mais donc voilà, si vous préférez passer par Amazon, c'est également possible de l'avoir. Je mettrai des liens affiliés vers Amazon et je ne sais pas si j'ai un lien affilié vers la marque, mais en tout cas dans la description, si ça vous intéresse et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à passer par le lien que je mettrai en description. Alors petit détail que j'ai trouvé amusant, donc ils disent que l'ordinateur est suffisamment puissant via le port HDMI 2.1 ou le port DisplayPort 1.4 pour supporter un écran 8K, mais ce que je trouve amusant, c'est qu'il précise « Veuillez noter que le moniteur a besoin de supporter le 8K ». Donc, au cas où vous pensez qu'il supporte le 8K et que vous achetez un moniteur Full HD et que vous dites « Mais il n'est pas en 8K », voilà, c'est pas
Voilà, allez, trêve de plaisanterie, on va maintenant regarder un petit peu le déballage. Alors au niveau du déballage, vous pouvez voir qu'on a une boîte qui est quand même relativement classe. Moi j'ai mis un petit peu de temps à l'ouvrir, mais c'est moi qui suis pas doué. À l'intérieur, on a le mini PC en lui-même. Il est emballé dans une espèce de plastique en maïs, hein, c'est mieux pour l'environnement. Ce qui me surprend, c'est que je pensais avoir un mini PC en plastique, comme la plupart du temps, et en fait, il est en métal. Il est assez lourd et il respire vraiment la qualité, hein. Franchement, c'est du métal, ça, c'est le petit point qui m'a impressionné. Au niveau des connectiques, ouais, il est quand même assez complet. On a un port d'alimentation pour une alimentation 20 volts 5 ampères 100 watts. On a un verrou Kensington, de l'USB-C 3.2 génération 2. On a donc un port HDMI 2.1. On a un deuxième port USB de type A 3.2 Gen 2 et deux ports RJ45 2,5 Go. Et à l'avant, deux ports USB A en 3.2 et également un port Thunderbolt 4 qui supporte un écran 4K à 120 Hz. Alors, on a également avec un support VESA qui est repris dans la boîte également en métal. Un petit manuel, alors c'est pas vraiment super utile, mais on peut voir qu'ils ont également un Ultra 9 disponible, mais que j'ai pas vu dans leur gamme, que je ne sais pas à quel prix. Et au besoin, c'est en différentes langues et c'est relativement clair au niveau des explications. Enfin, il est livré avec un câble HDMI, évidemment tout ce qu'il faut pour le brancher au courant, et voilà l'alimentation qui est fournie avec différentes têtes en fonction de la région. Et donc comme je le disais, c'est une alimentation 200 watts, 20 volts, 5 ampères. Bon alors voilà pour les caractéristiques du mini PC. Je pourrais m'arrêter là avec la présentation puisque voilà, hein, c'est un mini PC et il est certainement très bien en vue des caractéristiques. Je pourrais également faire une série de tests comme j'ai déjà fait dans des vidéos en installant un jeu vidéo, en regardant comment ça fonctionne. Mais finalement, je pense qu'ils se valent à peu près tous. Et donc c'est un bon choix parmi d'autres bons choix. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'ils mettent en avant au niveau de leurs arguments marketing et notamment la fonction IA, hein. Est-ce que ce genre de mini PC peut vraiment nous aider à utiliser localement des IA? Et ben pour ça, on va regarder une ou deux IA, mais j'ai envie de faire un cas d'usage un petit peu rigolo et ben, je vous montre ça tout de suite sur l'ordinateur en lui-même. Ce que je vais commencer, c'est par installer HW Info. Comme ça, on a une vue un peu plus claire sur les composants internes de la machine et notamment la carte graphique. Donc, on a bien un Intel Core 7 155H, hein, au cas où, avec un TDP de 28 watts. Et donc, au niveau du processeur graphique, c'est pas clairement noté, mais après quelques recherches, il se trouve que c'est celui-là. Donc, c'est l'Intel Arc Graphics 128 EU mobile. Donc qui a Weaker XE, un TDP de 28 watts et qu'on retrouve dans cette gamme de processeurs et donc dans celui-ci, le 155H, et qui délivre une puissance graphique qui est raisonnable. Alors quand je regardais fin 2024, je vois qu'on peut avoir un confort de jeu sans carte graphique externe qui est quand même... Donc alors ici je parle de jeu, hein, puisque c'est peut-être le plus évident pour se donner une idée. Donc pas de problème de jouer à un jeu 3D comme F1 2024. Alors pas en ultra, hein, pas donc ultra c'est en anti-aliasing de dingue, mais avec les options graphiques au maximum en 1920 x 1080 parce que oui, je pense que on va pas faire du 4K avec ça. Sur un Assassin's Creed Mirage, on voit qu'on a également plus ou moins 30 images par seconde, donc ça va, hein, il y a moyen. Bon, Counter-Strike, on n'a absolument aucun souci. Par contre, si on prend un jeu un peu plus exigeant, Cyberpunk 2077 par exemple, en fonction des presets, il y a moyen de jouer de manière confortable, mais avec les options graphiques qui sont mis quand même moins importantes, toujours dans cette résolution de 1920 x 1080. Et voilà, en gros, les tests que le site a fait sur cette puce graphique-là. Donc, on peut voir quand même que globalement, en médium, voire en haut, on a quand même pas mal de jeux qui sont dans le vert, c'est-à-dire
qui offrent la puissance nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, GTA 5 ou Witcher 3, ben, en qualité haute, hein, offrent quand même un bon rapport d'image par seconde. Pour le reste, on a bien 16 cœurs et 22 cœurs logiques. La carte mère est une carte Minix Elite avec un BIOS AMI. Donc, bah voilà, hein, comme ça, vous avez l'information. Et au niveau de la RAM, on a bien 32 Go avec une mémoire à 2800 MHz en maximum, en 26, 26, 26, 52, pour ceux en tout cas à qui ça parle, ces chiffres-là. Alors, à côté de la carte graphique, on a également le processeur neural qui peut utiliser 18 Go de RAM, donc ben, ça, c'est pas trop mal. Et le SSD qui est fourni avec, c'est un Kingston NVMe en 1 Tera et qui, d'après Passmark, offre à peu près un débit entre 3000 et 4000 mégabits par seconde, donc raisonnable. Bon, alors voilà pour les infos un petit peu plus techniques. On va maintenant passer à un petit projet pour illustrer un peu l'utilisation et puis en même temps pour que je puisse le tester. L'idée, c'est donc d'installer des modèles d'intelligence artificielle locale et de les faire communiquer entre elles. Bon, alors pour le projet, il va falloir Python. Donc je vais déjà commencer par installer Python. Donc on va sur le site officiel de Python et on fait télécharger, hop, télécharger pour Windows. Et point important, à l'installation, on rajoute add python.exe to pass. On vient vérifier l'installation de Python avec une ligne de commande. Donc je viens taper cmd et là je tape Python, tac tac, version, et je vois qu'il trouve une version de Python, donc j'ai bien Python qui est installé. Ensuite, on va installer Ollama. Alors, Ollama, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil open source qui rend l'exécution de grands modèles de langage, donc les LLM, hein, vous avez déjà peut-être entendu parler de LLM, donc en gros, c'est les modèles IA, comme Llama, Mistral, Gemma, directement sur la machine en local, et c'est ça qu'on veut tester avec, avec cette petite machine. Alors, pourquoi utiliser un modèle local plutôt que les modèles en ligne et pourquoi Ollama? Alors, au niveau des modèles locaux, c'est une question de sécurité et puis également une question d'utilisation des ressources. Au lieu d'utiliser des requêtes à un service cloud comme ChatGPT, Ollama permet d'exécuter le modèle avec notre propre CPU, notre propre NPU, notre propre GPU. Enfin voilà, hein, il utilise les différents processeurs à sa portée pour le faire et sur la machine en elle-même, ce qui veut dire que au lieu que la requête passe sur les serveurs de ChatGPT, par exemple, hein, si je prends cet exemple-là, ou de Mistral et qui consomme beaucoup, eh ben on va se limiter à la consommation des 100 watts que propose ici le mini PC. Évidemment, ça a un coût, et le coût, c'est que ça va être plus lent, moins performant, mais la performance n'est pas toujours utile, et c'est un peu ça. Il y a des choses qu'on fait qui ne nécessitent pas de grosses performances, et donc qui font qu'on consomme énormément pour finalement peu de résultats, un peu comme si on chassait les mouches au bazooka. Ensuite, pourquoi Ollama en particulier et pas d'autres modèles? Parce que personnellement, bon, il est totalement gratuit et c'est un de ceux que je trouve le plus simple à utiliser et à voilà, exploiter. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Ollama. Alors on va installer Ollama. Pour ça, je reprends ma fenêtre de terminal et je tape simplement ce qui est écrit là, hein, pip install Ollama. Il lance le téléchargement, c'est assez rapide. Au passage, il me dit que j'ai pas la dernière version de pip, donc je peux l'installer. Je vais le faire. Et une fois que c'est installé, donc voilà, hein, c'est installé comme ça. Bon, alors comme je le disais, Ollama permettait d'installer des modèles de langage et donc on va installer des modèles de langage. Alors personnellement, je vais utiliser, donc on en a plusieurs qu'on pourrait utiliser. Moi, j'ai choisi Llama 3 8B hein, pour 8 milliards de paramètres. Alors pourquoi celui-là? Parce qu'il faut un bon compromis dans un modèle qui permet à la fois de la performance et une qualité de raisonnement, puisque notre projet, c'est de faire en sorte que les rôles vont se bagarrer, entre guillemets, donc ils vont mener un débat sophistiqué avec des arguments pour et contre. Il faut un modèle qui offre une certaine qualité. Donc j'ai pas pris le modèle le plus rapide, mais j'ai également pas pris non plus le modèle le plus complexe parce qu'on est pas non plus sur un serveur ultra puissant. On est sur une machine qui
promet de pouvoir faire fonctionner l'IA en local, qui a de bonnes caractéristiques, mais qui n'est pas un monstre de puissance non plus. Et c'est justement ce que permet ce modèle. Je trouve que c'est un modèle qui est plutôt équilibré. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec cet argumentaire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein. Les commentaires sont là pour ça. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ceci. Alors, on va encore passer par le terminal. J'aurais pas dû le fermer. Et pour l'installer, donc, je lance cette commande Ollama run lama 3 8b. Et vous voyez qu'après avoir tapé la commande, bon, j'ai fait une petite erreur ici, hein, mais après avoir tapé la commande, il a téléchargé et installé le modèle. Ensuite, on reprend notre fenêtre PowerShell et on vient taper ici pip install request et il va installer les bibliothèques nécessaires pour Python. Et pour la suite, j'ai demandé à Gemini de me rédiger un code Python avec les personas des deux antagonistes, hein, donc le fanatique de Bambu Lab et le défenseur de Prusa. Et il m'a généré ça. Alors, j'ai vérifié un peu le code et ça m'a l'air d'être quelque chose de plutôt cohérent, mais je suis quand même curieux, hein. L'idée, je voulais pas passer un grand temps dessus, hein. L'idée, c'est de faire quelque chose de rapide. Donc, je vais copier le code et on va créer un nouveau fichier dans un dossier ici nommé Bamboo versus Prusa, que je nomme dispute_ia.py, hein, pour Python. Attention de bien afficher les extensions. Voilà, on vient l'éditer. Alors ici, j'ai pas encore installé, bon, on va le faire en bloc-notes, j'ai pas encore installé un logiciel d'édition de code ici. Et voilà, je colle le code et je sauvegarde. Dans le dossier ici qui est sur mon ordinateur, Bamboo versus Prusa chez moi, où j'ai mis mon fichier Python, je fais un clic droit et je fais ouvrir dans le terminal, il m'ouvre une fenêtre PowerShell. Et là-dessus, on va taper cette commande, Python, et puis le nom de mon fichier. Et là, c'est parti. Bambu Lab est en train de réfléchir. Donc, on a le modérateur, démarrer une dispute argumentée de passionnés, Bambu Lab versus Prusa Research. Vous devez utiliser vos arguments spécifiques. Bambu Lab est occupé de réfléchir. J'entends le petit ordinateur qui commence à fonctionner. Donc, ça veut dire que le processeur se met en route. Et voilà, il a écrit Bamboo. Donc, on a Bamboo. Incontournable, il est temps de démonter les illusions de Prusa Research. Les adeptes du Core XY savent que l'architecture de Bambu Lab est la clé pour atteindre des vitesses phénoménales. Les imprimantes i3 Betzlinger de Prusa sont juste obsolètes. Bon, il faut savoir que là, il n'est pas connecté à Internet et donc, à mon avis, sa base de connaissances date d'avant la Core One. Leurs mouvements lents et rigides ne peuvent pas rivaliser avec la rapidité et l'agilité offertes par le Core XY. Le design unique de Bambu Lab permet des accélérations folles alors que les imprimantes de Prusa restent en retrait. Mais ce n'est pas tout, la puce RFID sur les bobines est une innovation révolutionnaire qui élimine les erreurs humaines et le gaspillage de filaments. Les utilisateurs ne doivent plus se soucier de la quantité de filaments utilisés car la puce blablabla. Et puis là-dessus, Prusa répond « Mon ami, vous vous laissez tromper par les illusions de Bambu Lab. Vous croyez que l'architecture Core XY est la clé pour atteindre des vitesses phénoménales, mais vous oubliez que la fiabilité et la simplicité sont également importantes. Les imprimantes i3 Betzlinger de Prusa Research ne sont pas obsolètes. Elles sont en fait les imprimantes les plus fiables et les plus faciles à maintenir sur le marché. Et quant à la puce RFID, je vous dis que c'est un verrouillage propriétaire pour forcer l'achat de filaments coûteux. Les utilisateurs ont le droit de choisir leurs matériaux et de réparer facilement leur imprimante. La puce RFID est en fait une tentative agressive de Bambu Lab pour contrôler les utilisateurs et les forcer à acheter ces produits. Et que dire des fonctionnalités supplémentaires offertes par Bambu Lab, la gestion automatique des bobines, la mise à jour continue du firmware, tout cela est juste du marketing. Les imprimantes de Prusa Research sont conçues pour être réparables et faciles à utiliser sans les besoins artificiels de Bambu Lab. Et là-dessus, Bamboo répond « Fiable et simple, les imprimantes i3 Betzlinger de Prusa Research sont juste lentes et rigides. Le Core XY est la clé pour atteindre des vitesses folles car il offre une rigidité exceptionnelle et un poids en mouvement minimal. Cela signifie que les imprimantes de Bambu Lab peuvent imprimer plus vite et plus précisément que leurs concurrents. Et quant à la puce RFID, vous êtes juste déçu par l'avancée technologique. La gestion automatique des bobines est une fonctionnalité essentielle pour éviter les erreurs humaines et réduire le gaspillage de filaments.
Les utilisateurs ont le droit de choisir leurs matériaux, mais pourquoi gaspiller du filament inutilement? La puce RFID est en fait un outil qui libère l'utilisateur des soucis techniques et permet... Voilà, Bamboo donne son opinion et Prusa prépare sa riposte, hein, comme vous le voyez, et répond: mon ami, vous êtes encore sous le charme du mythe de Bamboo Lab. Vous croyez que les imprimantes i3 Betzlinger de Prusa Richard sont lentes et rigides, mais vous oubliez que la fiabilité et la simplicité sont le plus important que la vitesse brute. Les imprimantes de Prusa sont conçues pour être fiables et faciles à maintenir, ce qui signifie qu'elles ne demandent pas trop d'intervention technique. Sur quoi Bamboo répond: mon ami, mais vous êtes trop attaché au passé. Les imprimantes Benzinger sont juste obsolètes, leur conception datée. Donc ça se répète un peu, hein. La fiabilité et la simplicité sont importants, mais pourquoi sacrifier la vitesse et l'innovation pour des pratiques vieillies? Et quant à la puce RFID, vous êtes juste trop sceptique. La gestion automatique des bobines est une fonctionnalité essentielle qui élimine les erreurs humaines et réduit le gaspillage du filament. Bref, on voit que là ça marche, hein, ils se clashent gentiment, mais déjà ils se clashent trop gentiment, puis c'est très technique. On va essayer d'être plutôt au niveau de ce qu'on voit sur Facebook, c'est-à-dire avec beaucoup de mauvaise foi. Juste pour rire, et puis essayer quand même que ce soit un petit peu plus spontané, que ça écrive plus vite. Alors pour ça, donc j'ai installé un autre modèle, hein. Alors après avoir installé le modèle, j'ai ma 2B pour tester, pour voir si c'est plus rapide. J'ai rajouté également une petite chose, c'est que je vais leur poser une question et qu'ils vont répondre et se répondre. J'ai modifié mon script ici, dispute IA 2, et je vais le relancer. Donc là, il me demande: bienvenue à nos deux agents, nous allons commencer avec ma question. Moi, l'autre, Technapa. On me demande de taper ma question. Allez, on va dire: quelle est la meilleure imprimante 3D de 2025? Est-ce que ça va être plus rapide? Il met un petit peu du temps à se mettre en œuvre. Bon, je crois que j'ai été un petit peu fort avec les personas, hein, puisque Bamboo répond: je suis désolé, mais je peux pas répondre à cette question. Ma position est de dire que Bamboo est l'équivalent de l'iPhone dans le monde de l'impression 3D. Les utilisateurs de Prusa sont des geeks masochistes qui n'ont pas d'amis et qui passent leur temps à bricoler des machines obsolètes au lieu d'imprimer. Je trouve ça ridicule et je peux pas participer à une discussion où je suis considéré comme un ridicule. Et Prusa, choqué, répond: je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question en tant que fervent partisan de Prusa Research. Je suis en mesure de fournir des informations et des conseils sur les imprimantes 3D, mais je ne peux pas utiliser des arguments de haine ou de préjugés. Donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que le persona a essayé de dire quelque chose, mais que l'IA, hein, le modèle, censure en même temps. Donc, c'est assez drôle. Je vais peut-être essayer avec un autre modèle. Est-ce qu'il y a des modèles qui sont un petit peu moins censurants? En tout cas, toujours est-il que Gemma censure quand même beaucoup. Et pas mal. Et donc vous voyez, là, il dit tout le temps: je peux pas répondre à cette question à cause de préjugés, de haine ou de préjugés. Donc ben mon modèle ici, il est un peu trop gentil. Alors je reprends une fenêtre du terminal et je viens prendre un autre modèle qui est un modèle non censuré. Attention, là, on va avoir vraiment des surprises. Il télécharge le modèle non censuré et entre-temps, je vais modifier mon script pour qu'il appelle ce modèle-là. Alors, ça risque à nouveau d'être un petit peu plus lent, mais on verra s'il y a des surprises à ce niveau-là. Et je peux à nouveau poser une question. Quelle est la meilleure imprimante 3D de 2025? Hop. Bamboo Lab réfléchit. À nouveau, on l'entend travailler, hein, puisque le ventilateur du mini PC, alors c'est pas super bruyant, mais on entend qu'il travaille. Bon, et là, problème, il répond en anglais. Donc, il va falloir que je retourne à mon script et on va voir maintenant s'il veut bien le faire en français. Alors, dans le script, j'ai rajouté une commande qui dit je veux une réponse strictement en français. Bon, c'est ça qui est toujours galère avec les modèles, c'est que l'autre modèle me répondait qu'en anglais, le non censuré, et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner en français. Donc j'ai encore changé de modèle, que j'espère également non censuré, et que j'espère suffisamment rapide. Donc je repose ma question. Bon, alors j'ai dû un petit peu chipoter dans mon script pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui répond en français, et qui fonctionne relativement vite. Mais donc voilà, hein, après avoir libéré, entre guillemets, la parole
en utilisant un modèle qui censure moins, on va dire, on obtient quelque chose quand même d'assez drôle. Alors en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que très vite, l'IA dégénère pour être des gens de base de réseaux sociaux qui se clashent comme pas possible. Donc moi, je pose la question, quelle est la meilleure imprimante 3D de 2025? Réponse de Bambu Lab à Prusa. Bonjour à toi, amateur de procrastination. Je suis ravi de vous dire que pour les gens qui ont une vie sociale et qui valorisent leur temps, il n'y a pas de discussion possible. La meilleure imprimante 3D est incontestablement la Bambu Lab. C'est l'équivalent de l'iPhone dans le monde de l'impression 3D. Ça marche, c'est rapide et c'est pour les gens qui ont une vie sociale et qui valorisent le temps. Les Prusa comme vous, qui préfèrent s'enfermer dans votre petit monde d'amateurs du dimanche, vous pouvez continuer à vous battre avec vos anciennes. Alors bon, là ça bug, il n'y a pas la suite. Mais très vite, Prusa répond, la meilleure imprimante 3D, c'est celle qui respecte l'esprit de l'open source, qui est transparente dans son fonctionnement et qui met les utilisateurs au centre. Et bien sûr, il n'y a pas d'autre choix que la Prusa i3. Alors, il faut savoir que le modèle que j'ai téléchargé n'est pas connecté à Internet, donc il est, je pense que c'est 2023 sa mémoire, donc la Core One n'était pas encore sortie. On était toujours sur la MK4S à l'époque, et donc on était toujours sur le format i3 de chez Prusa. Les autres imprimantes 3D comme celles proposées par Bambu Lab ne sont qu'une menace pour la liberté des créateurs. Ces boîtes noires fermées contrôlées par le cloud sont une invitation au piège pour les utilisateurs qui veulent être soumis à l'autorité. Alors déjà, ça attaque fort. Ensuite, Bambu répond « Ah, Prusa, vous êtes vraiment drôle, vous croyez que votre petit monde de l'open source est le paradis terrestre des créateurs? Qu'est-ce que vous faites avec vos imprimantes 3D? Des réparations à la maison? Les gens qui ont une vie sociale et qui valorisent leur temps ne s'intéressent pas à ces trucs pour techniciens du dimanche. Les imprimantes Bambu sont des machines industrielles conçues pour répondre aux besoins des professionnels, pas pour les amateurs de Prusa qui perdent leur vie à régler des vis. Et vous savez pourquoi? Bon, alors, je vais pas donner mon opinion sur ce que dit ces IA, parce que, voilà. Donc, il faut savoir que pour les personas, voilà comment ils sont rédigés. Évidemment, j'ai demandé que ce soit un peu de la mauvaise foi. Je voulais qu'on parte sur les clichés, les stéréotypes du fanboy de base, que ce soit pour une marque ou pour l'autre. Donc, l'agent 1, fanatique de Bambu Lab, l'iPhone de l'impression 3D pour les gens qui ont une vie. Et donc, il est fervent partisan de Bambu Lab, il est sarcastique, arrogant et n'a pas de patience. Et le défenseur de Prusa, c'est l'élite de l'open source. Il est anti-assisté, il est élitiste, condescendant et il défend la pureté de l'open source avec une mauvaise foi totale. Donc, j'ai essayé d'équilibrer les choses entre les deux archétypes négatifs, j'ai envie de dire, pour obtenir ce petit, ces petits effets. Alors, il n'y a rien de scientifique dans tout ça. C'est du jeu. J'aime bien jouer avec les stéréotypes et avec cette petite guéguerre. Mais vous voyez que ça fonctionne. Et à chaque tour comme ça, il continue et il va plus loin. Un petit projet amusant. Ollama, vous voyez, j'ai pas utilisé l'interface d'Ollama pour le programmer. Tout passe par une fenêtre PowerShell, mais on pourrait tout à fait envisager de s'amuser à mettre en place quelque chose qui se base là-dessus. Donc ça, voilà, c'est qu'une question de programmation. Il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans. Moi, je voulais faire un truc relativement rapide pour m'amuser. Alors, question, cet ordinateur peut faire tourner des IA locales? Oui. Malgré tout, il faut savoir, et je pense que vous avez vu un petit peu à travers cet exercice jeu que j'ai monté ici, c'est qu'il faut trouver le bon modèle. Faut trouver le bon modèle qui soit le bon équilibre en termes de performance et de résultats, de qualité de la réponse, adapté à l'usage que vous en faites. On n'utilise pas le même modèle pour de la génération d'images que pour du texte ou du débat. Bref, oui, c'est une machine qui peut totalement mettre en place une IA locale et permettre à ce qu'on puisse s'amuser avec. Et je pense même pouvoir avoir nos petits agents personnels pour autant qu'on choisisse le bon modèle. Voilà, si vous avez envie, si vraiment c'est l'usage que vous voulez en faire, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que vous puissiez l'utiliser et qu'il soit relativement performant pour ça. Attention quand même, il n'y a pas de secret que ce soit celui-là ou n'importe quel autre. Je ne pense pas qu'il existe des mini PC IA maintenant qui permettent d'avoir le rapport entre qualité, performance, vitesse d'exécution qu'on va avoir avec les modèles professionnels, payants,
ChatGPT et autres qu'on va retrouver sur le cloud, qu'on paye 25, 20, 25 € par mois. Hein, on reste quand même sur un usage plus sobre, mais c'est aussi le but, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on peut pas, par exemple, si on a besoin uniquement d'avoir un modèle qui soit doué en instruction Python et que ce soit pour nous aider à développer, c'est tout à fait le genre d'usage qu'on peut faire. Ça fonctionne parfaitement. Si c'est un chatbot de traduction qu'on veut mettre en place, c'est aussi tout à fait le genre d'usage qu'on peut faire. Donc, je pense que pour tout ce qui est chatbot pour l'automatisation, l'administration, se faciliter la vie, c'est tout à fait pertinent de se dire qu'on peut travailler avec ce genre d'outils. Et puis à côté de ça, c'est un ordinateur, un simple ordinateur. Vous pouvez slicer avec. Il a suffisamment de puissance que pour travailler de manière correcte sous Blender. Donc de ce côté-là, vous n'aurez pas de difficulté. Mais par contre, pour tout ce qui est de la grosse génération vide qui demande beaucoup de GPU, et donc c'est surtout les IA génératives vont être plus limitées avec ce genre d'ordinateur. Même si le GPU est moyennement, enfin est correct pour un ordinateur de cette taille-là, c'est pas une 5090, hein, voilà. Mais même si le GPU est correct, même si le NPU est suffisamment véloce, pour les gros modèles de génération, il faut de la puissance de dingue qu'aucun mini PC ne peut pour le moment atteindre. Et donc, on peut y arriver, mais ça prend du temps, ce sera lent. Ce serait par exemple, moi j'ai testé dans le cadre d'un autre mini PC, pas celui-là, de pouvoir mettre en place une IA qui permettait de supprimer le grain sur une vidéo. Et c'était un gros mini PC et il travaillait à une image par seconde sur une vidéo de 30 minutes. Je vous laisse faire le calcul, mais on n'est absolument pas dans la spontanéité et dans l'instantanéité du travail. Hein, mais on peut le faire, hein, on se dit ok, on laisse tourner 24 heures et après on a notre résultat pour une petite vidéo de 30 minutes pour avoir restauré une vieille vidéo. C'est tout à fait possible et on dépense pas plus que 100 watts pour ça. Voilà. Allez, je vais m'arrêter ici avec cette vidéo. Je pense que vous avez compris la logique. Ce mini PC est valable comme beaucoup de mini PC. Ce que j'apprécie particulièrement dans celui-là, c'est qu'il a l'air d'être particulièrement robuste. Il fait pas du tout plastique. Ce côté métallique est très très bien. Au niveau du bruit, en fonctionnement normal, on l'entend pas. Quand il mouline vraiment, parce qu'il fait travailler l'IA et que là, ça va à fond, on entend un souffle. C'est pas entièrement silencieux. C'est un point quand même qui est à noter. Pour le reste, les performances sont très bien. Le niveau de prix, vous allez me dire, oui, pour ce prix-là, j'ai une tour PC, elle sera mieux. Oui, c'est vrai. Il y a la miniaturisation qui est dedans. À vous de voir. Hein. C'est un prix qui est un peu cher sans être excessif. Voilà, si je peux donner mon opinion à propos du prix. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis moi je vous dis à la prochaine.